Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire présenté par Récolte, qui fait partie du panel Nourrir l'innovation. Donc je suis Mélanie, la responsable communication de l'équipe du CIAL Canada et ça me fait plaisir de vous accueillir sur notre salon virtuel aujourd'hui, un salon un peu particulier en cette période, mais ça nous fait tout aussi plaisir de vous voir tous connectés, tous autant présents sur la plateforme. Donc, le panel d'aujourd'hui de Nourrir l'innovation s'intitule De la ferme à l'ardoise, augmenter la présence des produits locaux au menu des restaurants. Et je vous demande à tous de bien vouloir couper vos micros durant toute la durée de la conférence. Il y a une petite section chat qui est représentée par une bulle de dialogue en haut à droite de votre écran. Si vous voulez poser vos questions, posez-les ici. On fera une session de questions-réponses un peu plus tard dans la conférence et on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Je vais donc laisser la parole à Catherine Lefebvre, qui est animatrice, conférencière et chroniqueuse en alimentation. Elle coanime On s'appelle et on déjeune, un balado de Radio-Canada à propos de l'alimentation. Elle est passionnée de voyage et de culture culinaire et elle s'intéresse surtout à l'histoire qui se cache derrière l'agriculture et les plats typiques de chaque pays. Elle raconte régulièrement ses voyages dans le quotidien Le Devoir. Merci, bonne conférence. Catherine, c'est à vous. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'animer ce premier panel Nourrir l'innovation de la ferme à l'ardoise. Donc, on sait que l'approvisionnement local et durable en restauration, c'est vraiment une affaire de cœur et de valeur parce que c'est pas toujours facile à mettre en place. Puis aujourd'hui, on va se questionner sur les modèles d'approvisionnement, les approches marketing même, qui font en sorte qu'on est capable de pallier les nombreux enjeux et défis que ça présente d'avoir ou de mettre en place ce mouvement de la ferme à l'ardoise pour que ce soit viable et robuste. Donc, pour en discuter aujourd'hui, on aura le bonheur d'entendre Thibaut Renouf, cofondateur de la plateforme Arrivage et co-initiateur de l'OSBL La Transformerie. Fernande Ouellette à la barre de Rusé comme un canard, une ferme artisanale spécialisée dans l'élevage de canards et d'oies en pâturage. Et aussi une des instigatrices du Petit Abattoir. Et Pascal Hudon, alias Pascal Le Boucher, dont la boucherie fait la promotion d'éleveurs locaux misant sur le bien-être animal et le maintien de la biodiversité. Donc, la séance va se passer sous forme de table ronde, suivie d'une période de questions. Donc, je vais lancer la discussion et vous allez pouvoir justement poser vos propres questions dans la boîte de chat et Nadia va pouvoir orchestrer le tout pour s'assurer que ça se passe bien puis qu'on puisse répondre un peu à tout le monde, on espère, et que ça soit enrichissant pour tous. Juste un petit mot pour les deux panels qui vont suivre le premier panel d'aujourd'hui. Donc, le deuxième sera les pôles alimentaires, l'innovation sociale au service d'un système alimentaire résilient. Donc, les pôles alimentaires, c'est des regroupements d'infrastructures et de services assurant l'agrégation, la transformation et la distribution de denrées alimentaires locales pour renforcer le secteur agroalimentaire en place. Donc, comment s'en inspirer pour créer un système alimentaire local et intégré à Montréal? Et le dernier panel, s'intitule « Accompagner les innovateurs et innovatrices de demain ». Donc, dans cette espèce de bouillon, de cette effervescence, on peut dire, d'entrepreneuriat social, comment on peut faire justement pour transformer une bonne idée et en faire un projet concret, viable et générateur d'impact social dans la communauté. Donc, on va rencontrer trois acteurs et actrices de changement qui répondent à leur manière aux enjeux d'entrepreneuriat et d'innovation sociale agroalimentaire. Donc, je cède tout de suite la parole à Judith Colombo de Récolte pour vous présenter ce merveilleux collectif qui présente l'événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Alors, mon nom est Judith Colombo. Je suis directrice gestion de projet chez Récolte. Alors, première chose, j'aimerais dire que Récolte est très fière de présenter aujourd'hui la série de conférences sous la thématique de nourrir l'innovation dans le cadre du CIAL Canada. En fait, Récolte est un collectif d'experts, de professionnels des systèmes alimentaires qui partagent en fait une vision commune. Cette vision commune-là est celle d'un écosystème alimentaire qui est juste,
qui soutient des économies locales florissantes, des communautés en santé et des environnements naturels résilients. Mais comment, en fait, comment on fait ça? La façon dont on voit notre travail, c'est celle d'un entremetteur ou d'un catalyseur, en fait, de solutions innovantes dans les systèmes alimentaires durables. En fait, on veut travailler directement auprès des porteurs de solutions, les entrepreneurs qui souhaitent faire les choses différemment dans une perspective durable et les aider à trouver le soutien dont ils ont besoin et l'accompagnement dont ils ont besoin aussi pour faire enraciner leurs solutions et les faire porter fruit. On le fait de différentes façons. D'abord, à travers des activités d'accompagnement, vraiment ciblées sur les besoins des différents. Parce que quand on parle de systèmes alimentaires, on parle d'une grande diversité de fonctions, d'acteurs et de perspectives différentes. Donc, c'est vraiment de cibler, de choisir, par exemple, de leur donner accès à une banque de coach, de leur donner accès à de la formation, puis à aussi des occasions de mobilisation, de réseautage entre eux. Et pour faire rayonner aussi leurs solutions, puis les aider à trouver preneurs. Mais un autre type d'initiative qu'on fait, c'est de mener des travaux collectifs c'est notre branche de consultation où on identifie une problématique spécifique à une organisation ou à une problématique qui est plus systémique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on convie autour de la table la diversité des acteurs qui sont impliqués dans cette problématique-là pour essayer de trouver des solutions ensemble et de construire, en fait, des solutions collectives et structurantes. En gros, ça, c'est le travail de récolte. Et pour vous donner une idée très précise et en lien avec la thématique d'aujourd'hui, je souhaite vous présenter, en fait, la démarche de la ferme à l'Ardoise qui a eu lieu dans la dernière année. En fait, le mouvement de la ferme à l'Ardoise, c'est peut-être un nom auquel on est un peu moins habitué, mais c'est l'ensemble des acteurs, actrices, des pratiques qui permettent un approvisionnement en circuit de proximité vers la restauration. Le mouvement de la ferme à l'Ardoise au Québec, sur le territoire de la CMM, est très, très foisonnant en ce moment. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain, beaucoup de solutions qui cherchent à s'ancrer, puis à s'ancrer à une plus grande échelle, par exemple. Mais c'est quand même un mouvement qui est peu documenté. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas aller à la rencontre de ces acteurs-là, ces actrices-là, et puis mieux comprendre quelles sont les solutions qu'ils portent, quels sont les enjeux, les obstacles qu'ils rencontrent sur leur chemin pour les aider à faire développer ces pratiques d'approvisionnement en circuit de proximité. Et on a décidé, en fait, de viser 3 axes d'intervention qui nous semblaient faire le tour un petit peu de cette problématique, de la problématique et ou de cette compréhension, en fait, de l'état de la situation dans le mouvement de la ferme à l'Ardoise, qui est, d'une part, les aspects logistiques. Donc, comment, comme réseau d'approvisionnement, est-ce qu'on est capable d'optimiser les opérations, puis ensemble, co-créer des solutions qui nous amènent à atténuer les contraintes logistiques. D'une autre part, comment engager davantage les citoyens alimentaires, qui deviennent partie prenante de ce mouvement-là et qu'il lui crée une valeur ajoutée qu'il va rechercher, demander, exiger, voire auprès de restaurateurs et auprès d'autres canaux d'approvisionnement. Et finalement, la communauté de pratique, c'est-à-dire comment ces acteurs-là se réseautent et sont capables, se donnent en fait les conditions de succès pour développer, partager, faire essaimer les pratiques qu'ils identifient comme étant les pratiques les plus porteuses ou les bonnes pratiques dans le mouvement. Alors, au terme de cette aventure, en fait, de cette démarche-là, on a une illustration de cet écosystème-là très riche d'acteurs qui jouent toutes sortes de fonctions. Bien sûr, on a le cycle, les acteurs qui jouent un rôle dans le cycle d'approvisionnement lui-même, de la source, c'est-à-dire les fermiers, fermières, les cueilleurs, cueilleuses, les pêcheurs, pêcheuses, et jusqu'au lieu de consommation et aussi à toute la gestion des matières résiduelles en fin de cycle. Mais aussi, ça prend tout un écosystème d'acteurs de soutien
qui aide d'une part à bien ancrer les pratiques du mouvement, c'est-à-dire un soutien politique, économique, logistique, mais aussi au niveau de la recherche, de la développement des connaissances, transfert de ces connaissances-là, et finalement, un écosystème d'acteurs qui vise en fait la pollinisation des pratiques et de l'information, de la sensibilisation, l'éducation liée à l'approvisionnement en circuit de proximité. Au final, en fait, et c'est ce qui va clore un petit peu mon intervention, je vais vous inviter, suite à ce panel-là, si on a piqué votre curiosité sur le sujet, d'aller visiter, en fait, le nouveau carrefour de ressources de la ferme à l'Ardoise qui a été créé sur le site Internet de Récolte, où vous retrouverez le portrait des pratiques d'approvisionnement en circuit de proximité issues de cette démarche-là, mais aussi 3 fiches thématiques qui vont plus en profondeur sur les questions clés suivantes qui ont émergé de la démarche. Comment établir une relation durable en affaires, comment atténuer les contraintes logistiques et comment engager la clientèle dans le mouvement. Et pour terminer, avant de passer la parole à 3 porteuses de solutions très, très concrètes en approvisionnement de proximité, j'aimerais remercier nos partenaires financiers qui sont en fait le partenariat canadien pour l'agriculture via le programme Proximité, Aliments du Québec au menu aussi qui nous soutient, l'UPA également, et finalement Arrivage et le Jardinier Maraîcher qui nous ont aussi donné en fait l'occasion, avec qui on a collaboré pour mettre en place des activités de réseautage l'hiver dernier pour aller à la rencontre et mieux comprendre la réalité de ces acteurs. Donc, je vous laisse aux soins de Catherine et pour continuer ce panel. Merci beaucoup. Merci, Judith. Donc, on va commencer tout de suite avec un premier tour de table. Donc, j'inviterai les panélistes à se présenter brièvement leur projet. Je vais commencer par Thibault Renouf, donc un peu nous expliquer ce qu'est Arrivage. Comment développez-vous cette initiative en ce moment? Qu'est-ce que ça permet de faire là, justement pour lever les freins logistiques à l'approvisionnement local? Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Première question, présentation de moi-même. Donc, je suis Thibault Renouf, cofondateur de Arrivage. Mon partenaire est dans les auditeurs aujourd'hui. Donc, Arrivage, ce qu'on a constaté depuis longtemps, en fait, c'était qu'il y avait un problème de rencontre entre l'offre qui se multiplie de petits producteurs, d'artisans et des acheteurs qui multiplient aussi leurs demandes, que ce soit les restaurants, les épiceries de plus en plus d'ailleurs, et éventuellement d'autres, pourquoi pas avoir de plus en plus de bouchers comme Pascal Le Boucher qui ferait affaire avec des petits producteurs, ce serait un rêve assez souhaitable. Donc on a créé au début de Arrivage une plateforme qui permettait de diffuser en temps réel l'offre des producteurs qui souhaitaient se mettre en marché en direct. Donc on répondait pas tant à une question de logistique mais d'information. On souhaitait à ce qu'il puisse y avoir ce lieu de rencontre, ça paraît un peu absurde, mais aujourd'hui en 2020, il n'y a aucun lieu de rencontre pour les producteurs et les acheteurs professionnels, ni physique, ni virtuel. Donc, l'ambition de Arrivage, qui s'appelait avant Chef 514, c'était de pouvoir permettre cette rencontre. Alors, on a cheminé, et puis depuis quelques mois maintenant, on développe une plateforme qui va au-delà de la rencontre et qui va répondre à des enjeux beaucoup plus précis de mise en marché et d'appui à la mise en marché. Donc là, on parle d'outils de diffusion, évidemment, mais avec tout un tas de spécificités qui peuvent permettre de paramétrer aux producteurs et d'avoir une diffusion très ciblée auprès de zones, auprès de publics, auprès d'acheteurs différents. Donc, je pourrais rentrer un peu plus en détail, mais l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir mettre en relation et permettre aux vendeurs de parler le même langage que les acheteurs professionnels. Donc, on vient les outiller et puis les accompagner dans la mise en marché. Je me permets quand même de te poser une petite question parce que tu as fait ça tellement brièvement qu'on a du temps. Mais par rapport justement aux enjeux d'approvisionnement, parce que c'est souvent quelque chose, je pense, qui revient chez les petits producteurs de pouvoir distribuer sans nécessairement passer par un grand distributeur. Comment Arrivage apporte une forme de solution à cette problématique-là? Alors, de diffuser, les producteurs, pour la plupart, viennent déjà sur des marchés. Donc, nous, on part déjà de la réalité du producteur qui se déplace en ville, que ce soit pour livrer quelques clients ou que ce soit pour aller à un marché public ou livrer un boucher comme Pascal, et qui viendrait proposer leur stock, leurs produits à d'autres clients. Parce que bien souvent, leur limite, comme vous le mentionnez, c'est pas seulement de trouver un distributeur, puisque financièrement
passer par un distributeur, bien souvent, c'est impossible pour un producteur pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'ailleurs logistiques, pratiques et de stabilité, de contraintes, de standardisation, qui sont absolument à l'opposé de l'artisanal en fait. Et donc, la solution, c'était de permettre de greffer sur les déplacements actuels des producteurs une capacité de rencontrer des nouveaux clients et puis de faciliter cette étape-là aussi. Super. On peut passer à Fernande, donc décrire un peu ce qu'est la ferme rusée comme un canard, le petit abattoir aussi. On veut tous savoir ce qui se passe avec ce grand projet. Puis aussi, quels sont les facteurs clés de réussite pour bien justement lancer ou pérenniser une solution de rechange comme dans le cas du petit abattoir? Voilà, d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Et pour faire brièvement, la ferme rusée comme un canard, c'est une ferme d'élevage au pâturage de canards et d'oies. Et on élève, on entame notre 10e année d'opération. Et dès le début, on a rencontré des problèmes d'accès à des abattoirs qui soient près de nous pour ces espèces qui sont particulières. Donc, il y a très peu d'abattoirs au Québec qui font du palmipède, spécialement à petite échelle. Donc, on doit faire de très longues distances pour aller faire abattre nos animaux. Ça s'inscrit donc en sens contraire de ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de la viande de proximité, mais quand ta viande fait 300 km pour aller se faire abattre, tes oiseaux font 300 km pour aller se faire abattre, tu reviens à vide, le lendemain, tu repars avec un camion réfrigéré, tu vas chercher, tu reviens, tu es rendu à 1200 km. Alors même si ton voisin achète ta viande, ça n'est plus de la viande de proximité. Et ça, c'est au-delà de la contrainte logistique et économique que ça représente, il y a aussi un manque de cohérence dans le genre de travail que l'on veut faire et dans notre capacité à répondre à cette demande-là qui est grandissante pour avoir un élevage qui est fait autrement. Donc, quand on élève au pâturage, c'est un choix parce qu'on décide de leur offrir une vie aussi calme et naturelle que possible. Et puis, un matin, on les met dans une remorque, puis on se lance sur l'autoroute 20. Bon, il n'y a pas de façon intelligente de faire ça. Et on n'arrive pas à offrir toute la cohérence qu'on voudrait offrir et qui nous est demandée. Alors, tant en matière de bien-être animal que d'empreinte écologique, que de rentabilité économique, il fallait développer une solution et il fallait sortir de l'ornière que le problème n'est qu'un problème d'agriculteur. Nous, on a pris le problème autrement et on s'est dit quiconque est un demandeur de ce type de viande, est un mangeur de viande de pâturage, est un utilisateur de l'abattoir. On a donc solidarisé au sein du projet qui s'appelle le Petit Abattoir la population, les chefs et les petits producteurs qui sont tous membres de cette coopérative-là et qui peuvent influer sur son destin et son avenir. C'est assez rare qu'on demande à des chefs ou à la population de se prononcer sur l'avenir d'une infrastructure comme celle-là. Donc, évidemment, la gouvernance est, je dirais, l'aspect le plus innovant de ce projet-là. Puis l'échelle aussi, parce que évidemment, quand on élève à toute petite échelle, ben on est un peu problématique quand on arrive dans des abattoirs à plus grand volume parce que les échelles ne sont pas arrimables. Et le problème, c'est pas eux, c'est nous. Alors, nous devons développer des solutions qui correspondent à ce que nous désirons faire. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Puis, juste pour un petit peu mieux décrire le petit abattoir, si jamais il y avait des gens là, qui nous regardent, qui ne sont pas au courant du tout, là. Alors, le petit abattoir, ça sera un complexe de modules, 5 conteneurs maritimes qui vont être branchés ensemble en une unité d'abattage. Ce n'est pas un abattoir mobile, mais c'est un abattoir déplaçable. Et le but, en fait, c'est pas tant un abattoir qu'on démarre qu'un outil de développement rural. Parce qu'on fait le pari que si on installe une infrastructure dans une région, les producteurs à proximité vont augmenter leur cheptel, diversifier leur cheptel et de nouveaux, soit agriculteurs ou particuliers, vont se lancer dans l'élevage à petite échelle.
Évidemment, quand il n'y a pas l'infrastructure à proximité, c'est plus difficile de prendre ce genre de risque-là. Donc, nous, on pense que d'avoir l'infrastructure va permettre à ces gens-là de se lancer. Puis un jour, cet abattoir-là ne sera plus suffisant et on pourra le revendre, récupérer le capital pour l'injecter dans une construction dans le solide et cette infrastructure-là va aller développer un nouvel écosystème d'affaires dans une autre région. C'est un modèle qui est réplicable et qui suscite beaucoup d'enthousiasme en ce moment un peu partout au Canada parce que nous serons sous inspection fédérale. Donc, même si on est à petite échelle, on vise les plus hauts standards de qualité. Comme ça, en fait, les producteurs pourront vendre à l'extérieur du Québec. C'est ça? Exactement. Parce que ça, c'est toi qui me l'as appris, Fernande. Fait que je retransmets mes notions d'abattage. On va passer maintenant à Pascal. Décris-nous un peu, Pascal Leboucher, puis comment on fait justement pour obtenir les ressources et les appuis nécessaires pour une solution comme Pascal Leboucher. Alors, bonjour tout le monde. Je suis propriétaire de Pascal Leboucher, qui est une petite boucherie de quartier qui est ouverte en 2016. On se spécialise vraiment dans le circuit court, donc il n'y a vraiment aucun intermédiaire, pas de distributeur. On veut vraiment offrir une alternative à l'offre qu'il y a actuellement en viande dans l'industrie. Donc, comme je disais, il n'y a aucun intermédiaire. On visite régulièrement les agriculteurs parce qu'on veut offrir une viande, des animaux, oui, qui ont été élevés au pâturage, qui ont une alimentation en fonction de leurs réels besoins biologiques, qui puissent reproduire leur comportement naturel, socialiser, bref, avoir une vie d'animaux. Un cochon peut être cochon. Donc, on est vraiment dans ce créneau-là. Ce qui fait que nous, il a fallu développer un réseau d'approvisionnement un petit peu plus complexe, hors norme, qui s'est développé avec les années. Parce qu'à la base, je n'ai pas appris à faire de la boucherie comme ça. Moi, je suis né dans le domaine de la boucherie et sans penser nécessairement que j'allais m'en aller dans cette voie-là, jusqu'à ce que je trouve vraiment mon créneau en voulant offrir ce type d'alternative-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des planifications sur des mois, sur des années, par rapport à ce qu'on va avoir. Donc, c'est quand même un peu complexe de savoir où je vais être rendu dans quelques mois dans mes achats, qu'est-ce qui va être plus populaire qu'un autre. On achète des carcasses au complet, donc on les valorise du museau à la queue. On maximise tout ce qui est perte, gaspillage. On va faire des savons avec le gras, on va faire des bonbons pour animaux avec les parties vendues comme les oreilles. On va faire des têtes fromagées. On va faire des chicharrones avec la couenne. Bref, on essaie vraiment de tout honorer l'animal. Ce qui fait que nous, l'expérience à la boutique va être des fois déstabilisante pour des gens qui ne sont pas habitués de consommer comme ça. C'est-à-dire que nous, exemple, on a 2 bœufs à valoriser durant la semaine. Eh bien, il y a 4 bavettes dans un bœuf. Donc, c'est ce qu'on a à vendre cette semaine. Il va y avoir 8 jarrets, il va y avoir 4 filets mignons. Donc, on est vraiment limité à ce qu'une carcasse peut nous offrir. Et nous, notre défi, c'est d'offrir ça à longueur d'année, peu importe la demande. Donc, autant été que hiver, pour que les pièces à mijoter sortent bien l'été et que les pièces à griller sortent bien l'hiver également. Donc, c'est toujours un défi. Donc, on amène vraiment la clientèle qui vient nous visiter de plutôt s'inspirer de ce qu'il y a dans la vitrine, de nous parler de leurs attentes, qu'est-ce qu'ils voulaient, ou juste de dire, on est 2 personnes, je veux un petit repas de mercredi soir pas trop cher, abordable, ou je veux me gâter, c'est la fête de mon mari en fin de semaine. Nous, comme service à la clientèle, on est très actifs et on a une sensibilité envers notre clientèle, savoir qui est devant soi et de rendre ça le plus démocratique possible. On n'est pas une boucherie d'initiés, on veut pas intimider les gens parce qu'en même temps, tout est fait devant les gens. On rentre dans la boutique, il y a un tout petit comptoir de 8 pieds, il y a la grande table où il y a 3, 4, 5 bouchers autour qui travaillent, la carcasse au complet. Donc, tout est transparent. On va parler beaucoup des agriculteurs, comment c'est élevé, l'alimentation, qu'est-ce qui se passe au pâturage, c'est quoi la rotation, essayer de donner un peu d'informations là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, il a fallu qu'on développe notre propre réseau d'approvisionnement, que je bâtisse mon réseau. Et à la base, je n'étais pas trop sûr qu'est-ce que je voulais aussi soutenir. Tout ce que je savais, c'est que je voulais de la proximité, je voulais du contexte, je voulais du sens dans ce qu'on offre dans la boutique. Donc, pour créer ce réseau-là, ça m'a pris à peu près 2 ans, juste commencer avec ma conjointe, faire beaucoup de kilométrage, aller voir ces producteurs-là,
aller en voir un qui finalement me réfère à un autre que je connaissais pas parce que aussi, travailler avec ce type de producteurs-là, des fois, ils en ont juste plein la tête, ils sont dans le champ, et entretenir un site web ou travailler sur leur mise en marché, c'est vraiment pas leur force, d'où Arrivage, pourquoi ils ont totalement raison d'être dans ce créneau-là. Donc, il a fallu les trouver et trouver ce type de réseau-là. Donc, après ça, ben, j'ai pensé que je pourrais parler un peu des forces et des faiblesses d'un réseau d'approvisionnement de proximité comme je peux avoir présentement. Si je parle de force, ben, il y a vraiment la relation humaine, c'est sûr. C'est vraiment des relations un à un. On s'appelle, on s'envoie des textos. Les ajustements sont quand même assez faciles, si on veut, par rapport on l'a vu avec la pandémie où on a eu quand même un achalandage qui a explosé. Ben, on voit qu'avec un réseau de plusieurs petits producteurs à la gang, on est capable d'arriver à faire face aux défis d'approvisionnement, autant en hausse qu'en baisse de l'approvisionnement. Il y a une fluidité vraiment dans la relation d'affaires qui se fait à cause de... Parce qu'il y a vraiment un réel désir réciproque que tout se passe bien entre les deux, une réelle sensibilité. Donc ça, je dirais que c'est une force vraiment très, très intéressante. Le suivi est vraiment étroit également. Parce que aussitôt que par rapport à la qualité, il peut y avoir une bête, il y a quelque chose, il y a un petit plus de gras, moins de gras, le tonus est moins là, ou bref, il y a toujours une discussion avec le producteur, donc on peut faire des suivis vraiment rapidement sur l'évolution de la qualité. Je peux dire que ces réseaux-là d'approvisionnement, comme on travaille, est réplicable, mais il doit être bâti par chaque entreprise ou par des entreprises comme Arrivage aussi, qui peut vraiment faciliter ce type de distribution-là quand on en a déjà plein la tête. Parce que oui, c'est dans les faiblesses, je pourrais en parler, mais c'est quand même, ça demande du temps, ce type d'approvisionnement-là. Mais je crois, oui, qu'il y a plusieurs fermes dans ce sens-là qui ont besoin de plusieurs petits commerces comme Pascal Boucher pour avoir un réel impact qui va être plus diffusé au niveau du Québec. Et la qualité, bien, la qualité, elle est juste incroyable. C'est fou. Les gens qui viennent pour les premières fois achètent une première côtelette de porc, une livre de viande hachée et ça saute aux yeux, ça saute à la bouche, ça saute à l'odeur. C'est fou la différence. Donc, juste ça, on a beau penser que tout ce modèle-là, c'est des pelleteux de nuages qui l'ont mis de l'avant, là, mais quand on l'a dans la bouche, on peut comprendre que si on laisse les choses évoluer tranquillement, normalement, bien, tout se transmet dans la bouche. En termes de faiblesse, je peux dire que ce système-là, il n'est peut-être pas super transférable, comme je pourrais pas... je peux coacher des gens qui veulent ouvrir une genre de boucherie comme Pascal Le Boucher, ça c'est sûr, mais c'est une relation de confiance que j'ai bâtie un à un. Il y a des contextes gagnants qui peuvent être favorables pour un fermier qui ne l'est pas le lendemain, donc cette relation-là va évoluer avec le temps. Et moi-même, j'évolue là-dedans, ma façon de concevoir l'agriculture, la rotation de pâturage, tout ça évolue aussi. Donc, je peux évoluer aussi avec mon choix d'agriculteur avec qui on va travailler. Je peux dire que c'est un système qui prend beaucoup de temps, qui est difficilement délégable. Il s'en passe beaucoup dans ma tête et c'est aussi une fragilité, je dirais, de ce type de réseau. Parce que les calendriers, oui, je prends des notes, mais oui, tout est dans ma tête. Je suis conscient, j'ai les pieds sur le terrain. Je suis pas, j'ai beau être le propriétaire, mais je suis pas absent du plancher. Il faut que je sois toujours connecté à la rotation des produits, où on est rendu, augmenter, baisser en fonction. Il y a toujours moyen d'ajuster, mais ça se fait sur des semaines, un ajustement, et même peut-être plus. Donc, la communication, des fois aussi, entre le fermier, l'abattoir, le transporteur. Des fois, il y a beaucoup d'intermédiaires, donc des fois, ça peut être un petit peu plus lourd comme système de communication à harmoniser tout ça. Et une faiblesse, mais c'est pas, je trouve que c'est une qualité en même temps aussi, c'est que parfois, la qualité peut jouer un peu. Ça peut être vraiment top, exceptionnel. Des fois, ça peut baisser, être juste ordinaire. Mais c'est normal parce qu'on ne travaille pas avec quelque chose de standardisé. On ne travaille pas avec des usines à t-shirt où tout est pareil. Tout évolue en fonction des saisons, évolue en fonction du savoir-faire du producteur, évolue en fonction de la quantité d'énergie qu'il y a dans le pâturage, exemple, qui va changer. La génétique, un producteur travailler la génétique de ses animaux, ça prend du temps. Oups, il a fait une erreur, OK, on recommence. Mais là, ça va prendre des mois, années avant que la génétique refasse. Donc, voilà le premier topo. C'est bon. Tu étais sur une belle lancée, là, mais on va refaire un tour de table pour poursuivre pour la suite
de ce mouvement-là. En fait, c'est très intéressant de vous entendre, tout le monde, de voir un peu comment vos projets respectifs se sont mis en place pour répondre à certains enjeux, mais en répondant à des enjeux, évidemment, comme Pascal le disait, ben, ça peut nous rappeler que, ouais, bon, mais il y a des trucs qui ne sont pas si faciles à changer, à mettre en place ou à poursuivre dans le temps. Et justement, pour un deuxième tour de table, moi, j'aimerais ça voir votre vision à disons, moyen terme. Notre moyen terme, ça va être 2025. Comment justement voyez-vous ce mouvement-là de la ferme à l'ardoise en 2025 en fonction de ce qui se passe dans vos projets respectifs maintenant? Puis, dans 5 ans, là, est-ce que vous croyez que ça va aller beaucoup mieux ou quels sont les enjeux qui risquent de venir dans vos projets respectifs? On va commencer par Fernande cette fois-ci. Ben moi, je dirais que c'est drôle, 2025, c'est comme dans 30 ans. Au vu de ce qui se passe actuellement, on serait bien malin de pouvoir dire où en seront les restaurateurs dans 30 ans. Donc, c'est un peu difficile de se projeter si loin que ça, mais je vois quand même de mon côté deux tendances se dessiner, c'est-à-dire que la demande se renforce, mais le défi est très, très grand aussi pour être capable de s'adapter à cette demande-là. Donc, sans support politique, sans appui, il sera difficile pour les plus petites structures d'arriver à passer à travers ça. Puis j'entends par là tant les restaurateurs que les petits ateliers de production, que les petits transformateurs, que les regroupements de distribution. Il va y avoir un travail à faire pour préserver tout ce qui a été bâti depuis une dizaine d'années pour permettre, d'ailleurs un peu plus qu'une dizaine d'années, pour permettre ce lien-là entre les restaurateurs et les producteurs. Donc, on voit qu'on était sur un très bel élan, mais là, en ce moment, tout ça est menacé. Et ce qui serait dommage, c'est que l'autre trace qui se dessine, c'est qu'on voit que les modèles qui sont les plus adaptés, les plus susceptibles de s'adapter puis de survivre à ça et d'arriver à passer à travers, ben c'est les modèles de production et distribution conventionnels. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile pour nous d'arriver à se projeter avec enthousiasme très loin devant. La demande est là, le désir est là, mais sans appui, ça va être très, très difficile de passer à travers. Donc ça, c'est un peu ma perspective presque optimiste, mais je pense qu'on va s'en aller vers des solutions hybrides. Là, je ne veux pas confondre mon désir profond et la probabilité que ça se passe, mais je vais quand même vous expliquer, moi, mon désir profond. Ce que j'entrevois, c'est la possibilité de valoriser ce lien-là, très personnalisé et très riche, qu'ont les producteurs avec leurs restaurateurs, puis les restaurateurs avec leurs producteurs. Ce lien-là d'exclusivité puis de collaboration, il pourrait être mis à profit pour passer à l'échelle supérieure et de dire, au lieu de s'en tenir à « je prends ta matière première, je la transforme, je la vends à mon resto », ce que je vois davantage, c'est des unités de production. En ce moment, les restaurants et leur staff qui ne sont pas utilisés à leur plein potentiel et qui pourraient devenir des ateliers de transformation temporaire ou plus permanents qui permettent de prendre notre matière première, d'amener ça à une échelle supérieure en mettant des sensibilités en collaboration pour permettre une véritable expression du terroir et que là, il y ait une véritable distinction d'un produit à l'autre. Parce qu'en ce moment, il manque pas seulement d'abattoirs, il manque aussi de petits ateliers de production. Et tout le monde va au même endroit. Donc, nos affaires finissent par toutes goûter pareil. C'est bien plate, mais c'est ça. Et quand on voit la possibilité tout le potentiel qu'il y a dans les cuisines sous-utilisées, avec le staff sous-utilisé, mais le talent fabuleux qui est là, on pourrait développer des choses particulières, des produits particuliers, puis dire ça, c'est une collaboration de tel chef et de tel producteur. Il est servi au restaurant et il est vendu en point de vente. Pour être capable de vendre en point de vente, pas seulement dans les marchés publics, mais dans des points de vente, il faudrait qu'on ait
un doux assouplissement réglementaire qui permet de reconnaître les cuisines sous-utilisées en ce moment comme des cuisines C1 ou les cuisines, bon là je rentre dans le langage, là, mais les cuisines qui sont à des niveaux d'inspection qui permettent la revente par des tiers. Voilà. Et là, on atteindrait un autre niveau de la définition du produit de proximité puis de l'agriculture de proximité. Et Thibault, est-ce que Arrivage peut faire quelque chose dans ce sens-là? Ben oui, c'est pas notre métier. On facilite beaucoup, on fait beaucoup de choses. Il y a quelque chose d'intéressant entre justement ces cuisines-là C1 qui pourraient justement être utilisées, puis peut-être qu'à ce moment-là, Arrivage peut servir de pont finalement entre les... Excuse-moi. Non. Évidemment, on arrive, on fait le pont, mais là où j'ai l'impression que le défi que Fernande mentionne, c'est vraiment le défi de réglementation. Et je vois beaucoup plus de force du côté du petit abattoir, du côté du lobbying, parce que c'est ça que c'est au final, c'est d'aller faire bouger des règles qui sont très complexes à faire évoluer. Et puis je pense d'ailleurs, il n'y a pas qu'au niveau des cuisines des restaurants. L'abattoir est un exemple, effectivement, mais il y a aussi beaucoup d'autres enjeux réglementaires dans l'alcool, dans le lait et d'autres sphères où on pourrait aller jouer encore plus en termes de diversité, de différenciation, de distinction, comme Fernande le dit. Donc, c'est peut-être pas notre métier pour répondre à la question, mais puis je suis pas sûr qu'on a envie de se lancer là-dedans, mais faciliter les liens, évidemment, on le fera. Parfait. Puis Arrivage, en 2025, on est où? Alors moi, j'ai l'impression que c'est demain 2025 quand on parle à Fernande. Mais par contre, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est assez impressionnant en termes de mouvement. Puis c'est le mouvement de la ferme à l'Ardoise, comme le mentionnait Judith au départ, mais de changement, de différenciation. Et puis, je pense souvent les talons bière pour comparer là où on était avant et là où on est aujourd'hui. Et je pense que le monde a compris la différence entre une bière tablette d'il y a 10-15 ans que tout le monde achetait et une bière qu'aujourd'hui les gens sont prêts à payer et puis ça n'a plus rien à voir en termes de prix. Je pense qu'il y a une forme de prise de conscience qui est très bonne à aller s'inspirer et puis à appliquer, que ce soit à la viande, que ce soit au fromage, que ce soit même aux tomates. On pourrait faire cette distinction qu'on a faite dans la bière sur énormément de domaines pour comprendre qu'une tomate qu'on achète à Mathieu, elle n'a pas la même valeur qu'une tomate qu'on achète aujourd'hui sur la tablette de l'épicerie. Et notre souhait, ce serait qu'en 2025, la tomate de Mathieu soit sur la tablette de l'épicerie. Et évidemment, en termes de formule économique, il va falloir réinventer, repenser les choses, mais on a quand même un défi social devant nous qui est, on est en train de vivre quand même un effondrement de notre biodiversité, de nos écosystèmes, et je pense que 5 ans, c'est très court, mais on pourra encore plus constater les dégâts de nos modes de consommation, de nos modes de production dans 5 ans. Donc, je pense qu'il faudrait s'y mettre rapidement, sachant que nous, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a toute cette tendance, ce mouvement, on a cette impression qu'on va dans le bon sens, qu'on parle de plus en plus des producteurs locaux. Mais malheureusement, ce qui se passe en arrière de la scène, ce qui ne se voit pas, c'est qu'il y a une concurrence de plus en plus accrue et que notre marché de l'alimentation nous permet de faire transiter des commodités d'un pays à l'autre, d'une usine à l'autre, et on est dans un mode industriel pour la très, très grande majorité de notre marché de production, ce qui fait que au niveau de la distribution, c'est la même chose. Et aujourd'hui, au niveau de la distribution, il y a un verrou pour tous ces petits artisans. Donc ça, je ne vais pas me répéter, c'est ce qu'on essaye de faire sauter comme verrou pour que ça puisse se permettre. Mais aujourd'hui, comparativement à il y a 10 ans, ce qu'on se fait souvent faire remarquer, c'est qu'on a baissé en accessibilité aux produits artisans, aux produits artisanaux. Parce que notamment, ce qui était possible de faire entrer dans un truck il y a 10 ans parce qu'on voulait aider les producteurs locaux. De plus en plus, aujourd'hui, un distributeur a pour métier de rivaliser avec des compétiteurs internationaux. Et puis, je ne mentionnerai pas de nom, mais il y a de plus en plus de distributeurs de gros trucks qu'on voit dans nos rues, dans nos villes, qui sont des gros trucks qui font de l'optimisation de temps, d'espace et de logistique, qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est la performance économique de ces produits-là. Et donc, ça laisse de moins en moins de place aux petits artisans et aux petits producteurs là-dedans. Donc, il faut réinventer un autre modèle parallèle qui se construit et qui fait comprendre que comme la bière, on n'a plus forcément envie de quelque chose qui n'a pas de goût, qui est plate. On est prêt à mettre un peu plus pour tous ces bons produits et cette diversité qui pourrait réémerger, parce que c'est aussi l'enjeu que Fernande fait remonter, c'est qu'il y a une diversité à laquelle on n'a plus accès et qu'on pourrait remettre et puis un jour reparler de terroir au Québec. Oui, bien, c'est un point super intéressant parce que à chaque fois que je discute d'innovation alimentaire,
que ce soit peu importe où, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, souvent le commentaire qui revient ou les plus grandes lacunes sont au niveau de la distribution parce que des producteurs, des artisans extraordinaires, il y en a. Souvent, on ne les connaît pas ou on ne valorise pas leur travail. Donc, il y a justement cette espèce de complexité-là, mais justement, comme Pascal le disait plus tôt, c'est vrai qu'il y a ben, en fait, Pascal et autres artisans contribuent à cette éducation-là, puis de faire valoriser, dans le cas de Pascal, l'animal au complet, puis de faire comprendre que ben on peut pas manger de la bavette tout le temps, tout l'été. Mais Pascal, j'aimerais t'entendre justement par rapport à ce mouvement-là, puis ta vision là, pour les prochaines années, là, 2025, est-ce que c'est très tôt ou relativement à moyen terme dans ton cas? Ben, je dirais que c'est dans pas long quand même. Je pense que c'est un mouvement qui va continuer de grandir par rapport à la demande de la clientèle. Je crois qu'il y a de plus en plus de commerces qui vont valoriser l'approvisionnement auprès de petites fermes. Plus on en parle, plus ça va s'ancrer dans des pratiques. Comme je parlais tantôt de pelleteux de nuages, ce ne sera plus juste ça, là, ça va être vraiment quelque chose d'ancré. Et avec la crise de la COVID, présentement, on voit que ça exacerbe ça. Il y a de plus en plus de désir de vouloir mettre de la proximité dans notre assiette. Les consommateurs, ils sont de plus en plus exigeants sur la traçabilité, ils en connaissent de plus en plus. Il faut que ça habite un petit peu l'univers collectif. Il ne faut pas juste se parler aussi entre convertis. Il faut que ce message-là aille un peu plus loin. Il faut faire sortir le message. Il faut créer une nouvelle normalité. Puis on s'en va tranquillement vers ça avec des initiatives comme on peut voir aujourd'hui. Mais il faut aussi que l'offre évolue en même temps que la demande. Sinon, ça ne marchera pas. Puis il y a aussi un indice qu'on voit qu'on s'en va peut-être dans la bonne direction, c'est qu'on voit de plus en plus des termes valorisants comme pâturage, herbe, liberté qui commencent à popper à gauche, à droite, puis c'est bien. Puis après ça, on voit que même les plus gros de ce monde, les grossistes, s'attribuent ce type de discours-là. Tant mieux si les gros veulent faire partie de la solution en offrant et en favorisant des modèles qui sont plus écologiques et plus traçables. Mais une question qu'on peut se poser aussi, c'est comment qu'on va faire pour s'assurer de la véracité de ces informations-là. C'est bien beau pâturage, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire nourri à l'herbe? Là, on voit AEW qu'il y a des hamburgers nourris à l'herbe. Ben bravo, super, mais comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment dans un système régénératif? C'est quoi? Donc, il y a ça qu'il faut faire attention, mais juste de voir que les grosses s'y intéressent, c'est qu'on voit que la masse commence à le vouloir également. Puis, je crois que les produits doivent être, pour continuer à créer ce buzz-là, il faut que les produits soient vraiment bien identifiés quand on l'achète dans les boutiques. Comme exemple, nous, chaque étiquette qui sort, on a un petit résumé de la ferme, ce qu'il a mangé, les races. Les gens rendus à la maison, ça continue à travailler. Puis, wow, OK, ils prennent plus conscience, mettent plus de sens dans leurs aliments. Et il faut continuer dans ce sens-là. Ben oui, effectivement, parce que c'est sûr que dans des mouvements comme ça, on voit quand les plus grands s'y intéressent. Oui, c'est vrai que c'est signe qu'il y a un intérêt plus grand que la niche. Le produit de niche, là, exactement. Mais il faut faire attention dans l'utilisation des termes, puis s'assurer qu'on ne fait pas du régénératif washing ou du local washing ou du eco-washing. J'aimerais passer à la période de questions. Donc, vous pouvez poser vos questions comme on disait au début de la séance dans la boîte de chat. Je peux lire les questions. Donc, on a une première question de Marie Lacasse. J'aimerais vous entendre sur la notion de planification des approvisionnements. Je ne sais pas qui veut se lancer là-dedans. Planification des approvisionnements, ça peut quand même être large, là, j'imagine. Ouais. Par rapport à ce qui concerne la boucherie, on voit qu'un bœuf pour arriver à ce qu'on veut avoir ici, ça peut être un 20, 24 mois, près du 30 mois entre la naissance et l'abattage. Donc, il faut le planifier longtemps d'avance. Oui, il y a une notion de risque derrière tout ça. Des fois, je peux avoir la chienne quand je réalise toute la responsabilité qu'il y a derrière ça. Mais c'est ça qui est beau d'évoluer et d'avoir un peu plus d'expérience. C'est que là, je commence à comprendre un peu plus c'est quoi la bébite. Pascal Le Boucher, donc, c'est d'avoir, pour partir de ça, il a fallu vraiment avoir une relation de confiance. Il y a des gens qui m'ont demandé d'avancer des fonds. Il y en a d'autres qui m'ont juste fait confiance. OK, on te réserve des bêtes, on sait que tu vas nous les acheter dans 1 an, dans 2 ans.
Donc, ça revient à ce que je disais au début, il y a une grande relation de confiance qui doit être développée dans cette planification-là. Et après ça, ben, exemple, si je vends tout d'un coup plus de parts par semaine, ben, d'avoir plusieurs producteurs, fait que je peux répartir un petit peu le stress de demande que je peux avoir. Et si au contraire, j'ai une baisse, ben, encore là, ces producteurs-là qui ne travaillent pas juste avec moi peuvent aussi vendre en conséquence. Il y a vraiment une balance qui peut se créer en ayant une communication constante. Fernande, il me semble que tu me parlais à un moment donné de la façon, comment tu procèdes à l'approvisionnement avec les restaurateurs. Il me semble que c'est, en tout cas, moi, quand tu m'expliquais ça, j'étais comme, il me semble que c'est un peu contre-courant de toujours avoir un certain nombre de kilos de viande disponible, mais toi, tu y vas plutôt en fonction des besoins pour justement avoir une meilleure gestion de ta production. Oui, puis tout vient en fait, entre autres, du type d'oiseaux qu'on élève, dont la disponibilité, les oisons sont disponibles uniquement au printemps. Donc, au printemps, je dois avoir une idée assez nette de combien d'oies je vais vendre cette année. Alors, pour ça, en amont, avant même de commander le couvoir, la première chose que je fais, c'est vérifier avec mon abattoir si j'ai des dates d'abattage. Une fois que je lui ai réservé des dates d'abattage, je dis, OK, garde-moi ça en hold, je te reviens pour les quantités. Je me tourne, là, on est à peu près en février. Là, je fais le tour de mes clients, mes restaurateurs, tout ça, on jase ensemble, puis je leur explique, ben voilà, il faudrait que tu saches que tu aies une petite idée de combien d'oies ou de canards tu vas m'acheter cet automne. Et là, les gens, au début, ça les déstabilise complètement parce qu'ils disent, on travaille pas, comment veux-tu que je sache si longtemps d'avance, des mois d'avance? Et bien, je dis, ben moi, c'est comme ça parce que la viande, c'est un produit saisonnier chez moi parce que j'élève au pâturage, puis l'hiver, il n'y a pas de pâturage, donc il n'y a pas de viande. Donc, si tu en veux, ça va être à l'automne, puis il faudrait que j'aie une petite idée comment. Il n'y a rien de signé. Tout repose sur cette fameuse confiance à laquelle Pascal réfère et qui est le cœur de tout. Tout le système repose sur la confiance. Si j'ai confiance que mon abattoir va être disponible, je vais faire rentrer des oiseaux. Et si j'ai confiance en mon client, ben j'ai pas besoin de signer un contrat avec lui. Et si lui, il a confiance en moi, il sait que ces animaux vont arriver à l'automne. Et tout ça, finalement, ça se fait dans cette proximité, dans ce lien humain. Et c'est la raison pour laquelle les problèmes d'approvisionnement pour répondre à la question qui nous a été posée, les problèmes d'approvisionnement, de la planification des approvisionnements dans le genre de modèle d'entreprise qu'on a, quand on essaie d'entrer dans l'institutionnel ou tout ça, il va falloir qu'eux aussi se laissent déstabiliser un petit peu au début, ensuite qu'ils respirent, qu'ils sautent dans cette façon de faire qui est de la plus grande logique, au fond, quand tu y réfléchis. On a simplement été si habitués à tout avoir, tout le temps, à pouvoir choisir uniquement les morceaux qui font notre affaire. On fait notre cherry picking et pour tout le reste, les producteurs restent coincés avec. On ne peut pas développer un territoire de cette façon-là, ni un terroir de cette façon-là, ni une grande diversité des modèles économiques avec cette façon de faire-là. Voilà. Donc, il va falloir que les gens acceptent d'être déstabilisés, de vivre cette expérience-là, puis d'en goûter le bénéfice. Et c'est après que ça devient naturel. Ah ben ça, c'est super important. Oui, c'est super important. Puis je pense que c'est un grand changement qui peut se refléter à toutes les sphères du système agroalimentaire, en fait, de dire, ben on ne peut pas avoir, ben, j'imagine que Thibaut pourra faire du pouce là-dessus, mais on ne peut pas avoir tous les aliments qu'on aime disponibles à l'année quand on veut, la quantité qu'on veut, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner de façon durable, du moins si on veut encourager l'économie locale. Thibaut, comment tu y arrives avec Arrivage? Est-ce que les gens, ben, j'imagine que dans ton cas, est-ce que les gens sont très conscients de ça ou tu réussis, comme Pascal, à faire beaucoup d'éducation pour faire comprendre l'importance justement de la biodiversité puis que ben, il y a certaines espèces ou certaines variétés de fruits ou de légumes qui ne sont pas disponibles tout le temps ou que c'est des périodes très, très courtes ou quoi que ce soit?
Mais nous, dès le départ, on s'est facilité la vie quelque part, parce qu'en travaillant avec des gens qui proposent des choses exceptionnelles, il faut se plier à leur rythme et à leur saison finalement. Donc d'ailleurs, notre nom le reflète, arrivage, avec la notion de prendre ce qui passe selon les saisons. Et évidemment, on peut le précommander ou l'anticiper ou le prévoir, mais on revient à cet essentiel que de prendre le produit quand il est mûr et quand il a du goût, parce que c'est ça au final qu'on a oublié aussi, c'est le mot goût dans notre alimentation, c'est le plaisir de manger. Et quand on va à l'épicerie, on n'a pas vraiment de plaisir, on ne va pas se mentir, à avoir les produits sur des tablettes, comparé à un canard ou une oie de Fernande, c'est incomparable. Donc, évidemment, remettre cette notion d'exception ou de qualité nous aide beaucoup. Après, nous, en termes de logique d'approvisionnement et de planification, on distingue en trois catégories finalement. Il y a ce qui est disponible maintenant, ce qu'un producteur cherche à vendre et il faut qu'il le vende parce que de la même façon que la saison passe, ces produits risquent d'être perdus s'il ne les vend pas maintenant. Il y a ce qui pourrait être disponible dans les prochains jours puisqu'on a déjà mis en processus de production ce qui sortira. Et ce qui pourrait être produit, et là c'est plus du sur-mesure, et là c'est plus que décrit Fernande, donc ça c'est plus notre dernière étape en termes de technologie et comment arrimer ces précommandes. Finalement, ce sera une étape qu'on va chercher à développer dans les prochains mois, mais déjà, ce qu'on va appuyer, c'est vers un producteur qui a des produits ou qui va avoir des produits dans les prochaines semaines, prochains jours, de venir proposer ce qu'il aura avant de le planifier comme ça. Super. Puis pour revenir un peu au thème du panel de la ferme à l'Ardoise, en conclusion, comment vous voyez, ce serait quoi là comme la prochaine étape dans chacun de vos secteurs pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus facile d'avoir plus de produits locaux au menu des restaurants? Pascal, vas-y. Pour que ce soit plus facile, ben, je dirais... Peut-être? Comment? Plus accessible, peut-être? Pour le rendre plus... Ça s'apprend des gens à la base qui sont juste motivés à vouloir partir ce type de commerce-là. Ça, on ne fait pas ça dans une optique de vouloir rouler sur l'or dans la vie. Faut le faire faut le rentrer avec son cœur, il faut le mettre de l'avant. C'est ça qui doit être le premier moteur. Donc, je dirais que ça va prendre plus de gens qui veulent faire ça. Après ça, oui, il y a de la demande pour ça. Oui, c'est possible, j'en suis la preuve. Faut juste vouloir le lancer et c'est possible d'en vivre, j'en suis la preuve également. Donc, après ça, moi, comme je disais, mon système est un petit peu fragile. J'apprends, si exemple, je tombe malade demain, mon équipe va faire « Il est où Pascal en petit pépère ?» Donc, ça, c'est une faiblesse, si on veut, de mon système. Mais déjà là, moi, j'ai frappé quelques murs, je réalise des choses qui ne fonctionnent pas trop. Donc, déjà, je vais être capable peut-être de pouvoir donner mes essais-erreurs à d'autres et de donner des bonnes pistes pour des prochaines initiatives dans ce sens-là. Mais c'est ça. Fernande? Personnellement, je pense que sans les infrastructures, je vais plaider pour ma paroisse, là, mais sans les infrastructures qui sont adaptées à ce genre d'agriculture-là, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver et je ne parle pas uniquement des abattoirs. Je parle aussi des ateliers de transformation, de la mise en commun pour l'entreposage, la distribution et pas forcément la mise en marché tous sous une même marque ou une même bannière où ça ne fait plus de différence. Au contraire, il faut continuer de valoriser cette différenciation-là tout en partageant des infrastructures. Ça se fait, ça. Donc, il faut commencer à y penser. On peut être 8 super bons producteurs, tous différents, dans le même camion. Tu sais, ça se fait. Mais ça demande une volonté politique de le faire et je crois que ça va passer. Entre autres, par les régions, les municipalités et les MRC, elles peuvent avoir cette volonté-là de marcher vers un résultat comme celui-là, puis d'en faire une stratégie. Et sans cet appui-là, ça va évidemment demander et des assouplissements réglementaires du gouvernement et du support financier, mais si on met ça ensemble, tout le reste est prêt. Je veux dire, il y a une demande pour l'acheter, il y a une volonté de le produire. Là, on est à ça d'y arriver. Il y a certaines règles qui pourraient être revues très, très simplement pour justement planifier les approvisionnements. Et on parle entre autres des règles d'attribution de contrats dans les institutions pour arriver à arrimer les petits producteurs avec des petites institutions. Ça se fait, ça aussi.
Et sans les obliger à dire, tu vas magasiner ton 20 douzaines d'œufs à un endroit, puis mais non, évidemment que non. Mais on peut quand même arriver à dire, ben, dans un certain pourcentage de nos contrats d'approvisionnement, voici les critères de production que l'on recherche. Et là, ça sera à l'intelligence collective des producteurs de se mettre ensemble et de dire, on est capable, si on se met à nous 8, de fournir l'école du quartier. Et ça ne peut se développer que si on crée des opportunités réglementaires pour le faire et si le territoire le décide. Si les MRC décident d'avoir chacun leurs infrastructures de production à petite échelle, transformation à petite échelle, micro-abattoir, on va y arriver. On va y arriver et j'en suis convaincue. C'est beaucoup les politiques alimentaires, là, si je comprends bien. Donc, ça prend quelque chose d'une structure réglementaire et politique pour pousser ça au-delà de juste les artisans et les consommateurs qui manifestent de l'intérêt pour un modèle d'alimentaire. Ce sont deux rives et on n'a pas les moyens seuls de construire un pont pour les joindre. Mais c'est deux rives qui veulent se rencontrer. À partir de là, ça va, là. Je veux dire, il y a des endroits où on est plus mal barré que ça. Là, tu sais. Ici, il y a ce qu'il faut pour le faire. Thibault, en terminant? J'ajouterais aussi à ce que disait Fernande, l'accès à la terre pour les producteurs, là, dans le même registre que les infrastructures, l'accès à la terre qui est très souvent complexe et devient des fois impossible pour beaucoup de producteurs et en particulier aux périphéries des centres urbains. Donc il y a ça et puis il y a aussi en termes d'infrastructure, par exemple, l'accès au fleuve. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de produits de la mer dans une province maritime qui accèdent, que ce soit au restaurant ou aux cantines dans les institutions? Il y a des choses encore à améliorer. Et pour pousser encore un peu plus loin, je dirais tout ce qui est la concurrence déloyale par laquelle on est inondé. Et là, il faut faire attention parce que le protectionnisme, c'est dangereux au Québec. Mais on pourrait imaginer en tout cas des mesures qui favoriseraient la production locale et qui mettraient certaines limites, notamment sur les productions qui ont des externalités sur l'environnement, sur les écosystèmes en général, mais qui continuent à nous inonder et qu'on continue à pouvoir acheter à bas prix sans en payer le véritable coût. Donc, que ce soit sur l'environnement, mais aussi sur notre santé ou sur les écosystèmes. Donc, c'est là que j'aimerais voir que ça bouge et qu'on puisse remettre une forme de sens dans notre système alimentaire à travers privilégier ces petites et moyennes productions. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup tout le monde. Merci à nos trois panélistes, Fernande Ouellette, Pascal Hudon et Thibault Renouf. Merci à tous les participants. Là, je vous regardais, on était toujours autour de 70. C'est merveilleux d'avoir assisté au panel de la ferme à l'Ardoise. Vous allez pouvoir aussi remplir un petit questionnaire de feedback. J'imagine qu'on va l'ajouter dans la présentation. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre Récolte sur les médias sociaux. C'est Collectif Récolte sur Instagram et Facebook pour suivre justement tous leurs beaux projets au niveau des systèmes agroalimentaires durables et locaux. Et je vous invite en terminant à rester des nôtres pour les deux panels qui vont suivre, donc les pôles alimentaires, l'innovation sociale au service d'un système alimentaire résilient. Et ensuite, accompagner les innovateurs et innovatrices de demain pour bien terminer cette journée sur l'innovation en agroalimentaire. Merci beaucoup tout le monde. Merci Catherine, merci tout le monde pour votre implication, votre engouement et cette énergie que vous avez dégagée pendant cette discussion. J'ai vu un peu les commentaires, tout le monde est très content de cette présentation et vous remercie. Je rappelle à tout le monde que cette conférence sera disponible en rediffusion sur la plateforme du CIAL Canada dans la section conférence en rediffusion et sur la chaîne YouTube du CIAL Canada, CIAL TV. Donc vous pourrez profiter de ce contenu très intéressant encore pendant un long moment. Et je vous souhaite à tous un très bon salon et restez connectés avec nous pour la suite de Nourrir l'innovation. Merci.